6 mois avant ce dîner de Thanksgiving, j'étais assise dans mon bureau en ville, en train de déboguer un problème logiciel, quand mon téléphone a vibré. Le nom de papa s'est affiché à l'écran. Il n'appelait jamais pendant les heures de travail. Jamais. Christy, nous devons parler. Peux-tu me retrouver demain matin? Juste toi et moi. Le tremblement dans sa voix m'a glacé le sang. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Maman va bien? Je vais bien. Ta mère va bien. Retrouve-moi simplement au Miller Coffee House sur la 8e rue, à 9 h. Ne dis à personne que nous nous voyons. Cette dernière phrase est restée en suspens longtemps après que nous ayons raccroché. Ne le dis à personne. Dans notre famille, on se disait tout. Les dîners du dimanche, les textos de groupe, les calendriers partagés. L'intimité n'existait pas. Alors pourquoi ce secret? J'ai à peine dormi cette nuit-là. Mon esprit tournait en rond, envisageant des possibilités, chacune pire que la précédente. Cancer, ruine financière, divorce. Le lendemain matin, en arrivant sur le parking du Miller S, mes mains tremblaient. Papa était assis dans la banquette du fond. Une tasse de café noir intacte devant lui. Il avait l'air plus petit, en quelque sorte, plus âgé. L'homme de 68 ans qui avait construit sa propre terrasse l'été dernier semblait soudain fragile. « Merci d'être venu », dit-il alors que je m'installais en face de lui. « Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe ?» Il prit une longue inspiration et je regardais ses épaules se soulever et s'abaisser. On m'a diagnostiqué la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Le médecin l'a confirmé il y a 3 semaines après des mois de tests. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Mon père, l'homme qui pouvait se souvenir de toutes les statistiques de baseball des 50 dernières années, qui n'oubliait jamais un anniversaire, dont l'esprit était plus vif que celui d'hommes 2 fois moins âgés. Papa, je suis tellement désolé. Est-ce que maman le sait? Angela le sait? Ta mère le sait. Angela non. Et c'est en partie pour ça que je devais te voir. Il sortit un dossier manie du siège à côté de lui. Je dois mettre mes affaires en ordre tant que j'ai encore toute ma tête. Mais Christy, quelque chose ne va pas. J'ai remarqué des choses. Ta mère se comporte étrangement, secrètement. Elle a de longues conversations téléphoniques avec Angela, et quand j'entre dans la pièce, elle arrête de parler. Je me penchai en avant. Quel genre de conversation? À propos de la maison, principalement. Angela fait pression sur ta mère à ce sujet depuis 2 ans. Depuis qu'elle a sa licence d'agent immobilier, elle est obsédée par la valeur des propriétés, le potentiel de développement, tout ça. Elle n'arrête pas de dire à ta mère qu'elle mérite la maison parce qu'elle est restée dans le coin alors que tu es parti pour ton travail. J'ai appris des meilleurs, répondit Derek. Tu m'as montré ce qu'est la vraie force. Pas de renflouer les gens, pas de rendre les choses faciles, mais de rester ferme sur tes principes même quand ça fait mal. Angela vient 3-4 fois par semaine, continua papa. Elle apporte les courses, aide au jardinage, emmène ta mère à ses rendez-vous. En surface, tout a l'air merveilleux. La fille parfaite qui s'occupe de ses parents vieillissants. Mais tu ne penses pas que ce n'est que ça. Je pense qu'elle manipule ta mère. Je pense qu'elle la travaille, l'use, la fait se sentir redevable. Et Christy, je ne peux pas le prouver, mais je pense qu'il se passe plus de choses. De l'argent a disparu de notre compte d'épargne. De petites sommes au début. 500 ici, 1000 là. Maintenant, c'est plus gros. Ta mère dit qu'elle ne se souvient pas l'avoir retiré, mais la banque montre sa signature. Ma mâchoire se serra. De combien parle-t-on au cours des 8 derniers mois? Environ 78 000 $. Le chiffre flottait entre nous comme de la fumée. 78 000 $. Mes parents avaient passé leur vie entière à économiser. Papa avait travaillé pour la Poste pendant 42 ans. Maman avait été secrétaire d'école. Ils avaient rogné sur chaque centime, rêvant d'une retraite confortable. As-tu confronté Angela? Je ne peux pas prouver qu'elle y est pour quelque chose. Et si je l'accuse sans preuve, elle montera ta mère contre moi. Christy, ta mère est terrifiée à l'idée d'être un fardeau. Angela alimente cette peur. Je l'entends parfois parler à ta mère de maison de retraite, du coût des soins, du fait que les enfants doivent sacrifier leur propre vie pour s'occuper de parents vieillissants. Papa poussa le dossier sur la table. J'ai tenu des registres méticuleux de tout.
Chaque relevé bancaire, chaque retrait, chaque conversation que je peux documenter. Tout est là-dedans, et j'ai besoin que tu m'aides à protéger ta mère et nos biens. J'ouvris le dossier. À l'intérieur se trouvaient des mois de documents soigneusement organisés, des relevés bancaires avec des transactions surlignées, des notes manuscrites avec des dates et des heures, des copies de mails et de SMS. Je veux que tu sois cofiduciaire de la fiducie familiale, dit papa. J'ai fait rédiger les documents la semaine dernière. Monsieur Patterson, notre avocat, a tout préparé. De cette façon, toute décision financière majeure nécessitera nos 2 signatures. Angela ne pourra pas faire pression sur ta mère pour quoi que ce soit sans que nous le sachions. Alors, voici ma question pour vous. Avez-vous déjà dû établir une limite difficile avec quelqu'un que vous aimez? Avez-vous déjà quitté une relation parce que rester vous détruisait? Comment cela s'est-il terminé? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Pas encore. Je voulais d'abord t'en parler. Christy, j'ai besoin de savoir que tu es prête à assumer ça. Ça pourrait devenir moche. Angela n'aimera pas être bloquée dans ses plans, quels qu'ils soient. Je regardais mon père. Cet homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait assisté à toutes les pièces de théâtre de l'école et à tous les matchs de baseball, qui m'avait aidé à emménager dans mon premier appartement. Maintenant, il me demandait de le protéger. Les leçons importantes le sont généralement, répondit Derek. Nous avons rencontré M. Patterson cet après-midi-là. Les formalités ont pris moins d'1 heure. J'ai signé mon nom ligne après ligne, devenant officiellement cofiduciaire de la fiducie familiale aux côtés de papa. C'était formel, important, mais aussi un peu triste, comme si nous reconnaissions une fin. Il y a une dernière chose que vous devriez savoir, dit monsieur Patterson en rassemblant les documents. Votre père m'a demandé de faire une évaluation immobilière le mois dernier. La maison familiale se trouve sur 2 acres de terrain qui ont récemment été reclassés de résidentiel à commercial. Je regardais papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, continua monsieur Patterson, que la valeur de la propriété a considérablement augmenté. Un promoteur a approché votre père il y a 6 semaines avec une offre préliminaire. Christy, votre maison familiale ne vaut pas les 500 000 $ que tout le monde suppose. Avec le zonage commercial et l'emplacement, elle vaut environ 3,7 millions de $. La pièce a basculé. 3,7 millions de $. J'avais grandi dans cette maison. J'avais appris à marcher dans ce salon. J'avais eu mon premier baiser sur ce porche. J'étais parti à l'université depuis cette allée. Dans mon esprit, c'était juste la maison. Je n'y avais jamais pensé comme un bien valant des millions. Est-ce qu'Angela est au courant du reclassement? Demandai-je. Papa secoua la tête. Le reclassement a eu lieu il y a 4 mois. Nous avons reçu la notification par la poste. Mais je ne pense pas que ta mère ait compris ce que cela signifiait. Je ne l'ai certainement pas compris jusqu'à ce que le promoteur appelle. Je n'en ai parlé à personne sauf à monsieur Patterson. Si Angela découvre ce que cette propriété vaut vraiment. Il n'a pas eu besoin de finir la phrase. Si Angela le savait, elle ferait tout ce qu'il faut pour obtenir cette maison. Et soudain, ces 2 années de pression, sa présence constante, sa manipulation de maman, tout cela prenait un sens horrible. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un nœud à l'estomac. Ma sœur complotait quelque chose. Mon père avait Alzheimer. Ma mère était manipulée. Et j'étais maintenant la seule chose qui se dressait entre ma famille et la dévastation financière. Je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient empirer. Le dîner de Thanksgiving de l'enfer a commencé assez innocemment. J'étais descendu en voiture ce mercredi soir-là, m'arrêtant pour prendre les tartes à la citrouille que maman avait commandées à la boulangerie qu'elle adorait. La maison sentait la dinde et la farce à la sauge, exactement comme un Thanksgiving devait sentir. Angela est arrivée le jeudi matin avec sa fille, Brianna, les bras chargés de plats en cocotte et d'un énorme arrangement floral pour la table. Elle a embrassé maman sur la joue, a serré papa dans ses bras et m'a complètement ignoré. Christy, tu es vraiment là pour une fois, dit-elle en passant devant moi pour aller à la cuisine. Quelle surprise. Mon frère et moi sommes plus proches que jamais. Non pas parce que je lui ai donné de l'argent ou réglé ses problèmes, mais parce que je l'ai respecté assez pour le laisser se débrouiller seul. Austin est en train de devenir un jeune homme remarquable. Non pas malgré les difficultés qu'il a rencontrées, mais à cause d'elle. Mes parents sont en meilleure santé, plus honnêtes, plus présents.
Derek hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Je le sais maintenant. Je le sais parce que je vis les conséquences. Nous sommes dans un petit appartement. Linda travaille dans la vente au détail pour la première fois de sa vie. Austin tond des pelouses pour économiser de l'argent. Et tu sais quoi? Nous nous en portons mieux. Angela tenait le haut du pavé à une extrémité de la table, riant fort, remplissant les verres de vin, jouant l'hôtesse parfaite dans la maison de nos parents. Je l'observais attentivement. Je regardais comment elle touchait l'épaule de maman de manière possessive. Je regardais comment elle orientait les conversations. Je regardais comment elle se positionnait comme la fille dévouée alors que je n'étais que le fils qui était parti. Bien sûr que je le ferai. Quoi que vous ayez besoin. C'est alors qu'Angela s'est levée. Bien sûr que je le ferai. Quoi que vous ayez besoin. Mon estomac s'est noué. Comme vous le savez tous, je m'occupe de maman et papa depuis des années maintenant. Christy est partie pour sa carrière, mais moi, je suis resté. J'ai été là pour chaque rendez-vous chez le médecin, chaque réparation à la maison, chaque crise, et maman et papa ont décidé de récompenser ma loyauté. J'ai regardé le visage de papa. Il était devenu pâle. Il a ouvert la bouche pour parler, mais Angela s'est précipitée. Il me cède la maison familiale la semaine prochaine. Elle a rayonné sur l'assemblée. Christy n'a rien. Évidemment, il ne l'a pas mérité, mais moi si. Cette maison restera entre de bonnes mains. Je promets de m'en occuper et de m'occuper de maman et papa aussi longtemps qu'ils auront besoin de moi. La pièce a explosé. Les cousins se sont levés pour étreindre Angela. Tante Martha applaudissait carrément. Oncle Denny a levé son propre verre pour porter un toast. À Angela, la fille qui est restée. Tout le monde a bu. Tout le monde a applaudi. Tout le monde, sauf maman, qui avait l'air d'être sur le point de vomir, et papa, dont la main tremblait en posant son verre de vin. Je suis resté parfaitement immobile, la fourchette à mi-chemin de ma bouche, regardant cette performance avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Angela avait parfaitement orchestré cela. Annonce publique, pression familiale, preuve sociale. Maintenant, si maman ou papa essayaient de se rétracter, ils passeraient pour des menteurs devant tous ceux qu'ils aimaient. Brillant. Cruel, mais brillant. J'ai posé ma fourchette très soigneusement. Puis j'ai souri. Le sourire a dû paraître authentique car Angela m'a souri en retour, prenant mon calme pour de la défaite. Papa, ai-je dit clairement, assez fort pour que tout le monde entende. Je leur dis, où tu le fais? Sa fourchette s'est écrasée sur son assiette. Le son a traversé la célébration comme un coup de feu. Tous les yeux se sont tournés vers nous. Le visage d'Angela est passé de triomphant à confus, puis au blanc en environ 3 secondes. Nous dire quoi? Sa voix était devenue stridente. De quoi parle-t-il, papa? Papa m'a regardé. Je lui ai fait un petit signe de tête. Nous avions parlé de cette possibilité. Nous l'avions prévu, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il ne s'attendait pas à ce que ça se passe tout à fait comme ça, de manière si publique. Angela, dit-il lentement, je n'ai jamais accepté de te céder la maison. Le silence s'est fait dans la pièce. Quoi? La voix d'Angela s'est brisée, mais maman a dit. Maman, dis-leur. Tous les yeux se sont tournés vers maman. Elle a baissé les yeux sur son assiette, les épaules voûtées. Hélène, a insisté tante Martha. Que se passe-t-il? La voix de maman est sortie à peine au-dessus d'un murmure. J'ai écrit une lettre à Angela il y a 3 ans après mon opération du genou. J'étais sous analgésique et elle m'aidait tellement et je lui ai dit. Je lui ai promis la maison. Je n'ai jamais vu cette lettre, a dit papa fermement. Hélène, est-ce que tu me l'as montrée? Là, elle m'a promis. Par écrit. Je me suis penché pour regarder la lettre. Elle était manuscrite sur le papier à lettres de maman, datée de 3 ans plus tôt. L'écriture était tremblante, à peine lisible par endroits. Chère Angela, je veux que tu saches à quel point je suis reconnaissante pour toute ton aide. Le moment venu, ton père et moi voulons que tu aies la maison. Tu l'as mérité. Bise, maman. Je n'ai jamais vu cette lettre, a dit papa fermement. Hélène, est-ce que tu me l'as montrée? Maman a secoué la tête, des larmes commençant à couler sur ses joues. Je ne me souviens pas l'avoir écrite, mais c'est mon écriture.
Parce que tu étais sous l'effet des analgésiques, ai-je dit. Papa, quand a eu lieu l'opération du genou de maman? En août, il y a 3 ans. Elle a pris de l'oxycontin pendant 2 semaines. Le médecin a dit qu'elle ne se souviendrait peut-être pas de grand-chose de cette période. Le visage d'Angela a rougi. Et alors? Elle l'a écrite. C'est une promesse, Christy. Tu ne peux pas débarquer après avoir été absent pendant des années et voler ce qui m'appartient de droit. Oncle Denis s'est levé. Christy, c'est bas. Ta sœur s'est occupée de tes parents. Tu as été à 3 heures de route, vivant ta vie, pendant qu'elle faisait le sale boulot. Tu devrais avoir honte de toi. D'autres voix se sont jointes. La cousine Rachel m'a traité d'égoïste. Le cousin Marc a dit que je n'étais intéressé que maintenant à cause de la valeur de la propriété. Tante Martha a dit que j'avais toujours été l'enfant ingrat. Les accusations s'accumulaient comme des pierres. Chacune tombait plus lourdement que la précédente. Je suis resté assis là et j'ai encaissé, regardant ma famille se retourner contre moi, regardant le sourire satisfait d'Angela s'élargir. Il y a plus que vous devez tous savoir, ai-je dit calmement. Mais pas ici. Pas comme ça. Non, Angela a frappé la table de sa main. Dis-le maintenant. Dis les mensonges que tu prévois de raconter. Angela, la voix de papa a traversé le chaos. Assez. Mais elle n'avait pas fini. Après le départ des invités, après que la vaisselle ait été débarrassée et rangée, après le dernier regard désapprobateur de tante Martha et la leçon de morale d'oncle Denis sur la loyauté familiale, Angela m'a coincé dans la cuisine. Je ne sais pas ce que tu crois faire, a-t-elle sifflé. Mais j'ai un avocat sous la main. Si tu essaies de contester la promesse de maman, je t'enterrerai sous les frais de justice. J'ai documenté chaque chose que j'ai faite pour eux depuis des années. Chaque course, chaque rendez-vous chez le médecin, chaque réparation à la maison, j'ai la preuve de mon dévouement. Que as-tu? Un travail chic et une conscience vide? J'ai la vérité, ai-je dit simplement. Ta vérité ne signifie rien. Cette famille voit qui a vraiment été là, et ce n'est pas toi. Elle s'est approchée, et je pouvais sentir le vin sur son haleine. J'ai déjà pris les mesures de la maison pour les rénovations. J'ai déjà promis à Brianna qu'elle en hériterait un jour. Ça va se faire, Christy. Tu peux l'accepter avec grâce ou déchirer cette famille en te battant contre moi. Mais dans tous les cas, j'aurai cette maison. Elle est sortie en trombe, me laissant seul dans la cuisine avec les restes de dinde et les ruines de ce qui avait été autrefois un joyeux Thanksgiving. J'ai commencé à charger le lave-vaisselle, mon esprit tournant en rond, quand j'ai entendu des pas légers derrière moi. Maman se tenait dans l'embrasure de la porte, le mascara coulant sur son visage. Christy, je dois te dire quelque chose. J'ai fermé le robinet et lui ai accordé toute mon attention. Angela a été. La voix de maman s'est brisée. Elle a réessayé. Depuis des mois maintenant, elle me montre des articles sur les maisons de retraite, sur le coût des soins, sur les enfants qui doivent sacrifier leur carrière et leur mariage pour s'occuper de parents vieillissants. Elle me dit que je deviens un fardeau. Elle dit que si je ne planifie pas correctement, je détruirai sa vie et la tienne. Maman, tu n'es pas un fardeau. Elle dit que je le suis. Elle dit que ma mémoire s'en va. Que je deviens confuse. Que j'ai besoin de plus d'aide que ton père ne peut en fournir. Christy, j'ai écrit cette lettre parce que j'avais peur. J'étais sous ces pilules et tout était flou. Et Angela était là tous les jours, me disant à quel point c'était difficile de s'occuper de moi, combien ça lui coûtait, comment elle sacrifiait tout. Elle a dit que si je lui promettais la maison, elle s'occuperait de tout. Je n'aurais plus à m'inquiéter. Je ne serais plus un fardeau. Les pièces se sont assemblées. Angela n'avait pas seulement demandé la maison. Elle avait terrorisé notre mère pour qu'elle la lui promette. Est-ce que papa est au courant de tout ça? Une partie? Pas tout. J'avais trop honte de tout lui dire. Et Christy, j'ai peur d'elle. Quand elle se met en colère, elle dit des choses. Elle me dit que je serais peut-être mieux dans une maison de retraite. Que je suis peut-être trop de problèmes. Qu'elle devrait peut-être laisser l'État s'occuper de moi. J'ai pris maman dans mes bras. Elle semblait si petite, si fragile. Cette femme qui avait été mon roc en grandissant, qui avait pansé mes genoux écorchés et veillé toute la nuit quand j'avais la grippe, était terrorisée par sa propre fille. Maman, je vais arranger ça. Je te le promets,
Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, d'accord? Peux-tu le faire? Elle a hoché la tête contre ma poitrine. J'aurais dû t'appeler plus tôt. J'aurais dû te dire ce qui se passait. Tu me le dis maintenant. C'est ce qui compte. Après que maman soit allée se coucher, je suis resté assis dans mon ancienne chambre et j'ai regardé le plafond. Le même plafond que j'avais regardé enfant, adolescent, étudiant rentrant pour les vacances. Cette maison contenait tous les souvenirs de mon enfance et Angela essayait de la voler par la manipulation et la peur. Mon téléphone a vibré. Un SMS de papa. Ta mère t'a parlé? Oui, ai-je répondu. Nous devons agir vite. D'accord. Viens déjeuner demain. Juste nous. On va faire un plan. J'ai essayé de dormir mais je n'ai pas pu. Quelque part dans cette maison, Angela dormait probablement profondément, rêvant de sa victoire. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Vendredi matin, j'ai retrouvé papa au même café où tout avait commencé. Il avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi non plus. Ta mère m'a tout dit hier soir, dit-il sans préambule. Chaque conversation qu'Angela a eue avec elle, chaque menace voilée, chaque manipulation. Christy, je n'avais aucune idée que c'était aussi grave. Qu'est-ce qu'on fait? On enquête. On rassemble des preuves. Et on l'arrête avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. Il a sorti son téléphone. J'ai déjà appelé Monsieur Patterson. On a rendez-vous à 10 heures. Le cabinet d'avocats se trouvait dans une maison victorienne reconvertie en centre-ville, tout en bois sombre et en fauteuil en cuir. Monsieur Patterson nous a accueillis dans sa salle de conférence, une pile de dossiers déjà disposés sur la table. Messieurs, je suis content que vous ayez appelé. J'ai des informations préoccupantes à partager. Il a ouvert le premier dossier. Angela est venue me voir 2 fois au cours des 3 derniers mois. Elle prétendait qu'elle essayait juste de comprendre la structure de la fiducie familiale. Elle a posé des questions très précises sur la façon de simplifier les choses, de retirer des fiduciaires. Ce qui se passerait si vous, Monsieur Christie, étiez jugé agissant contre les meilleurs intérêts de la famille. Elle cherchait des failles, ai-je dit. Exactement. Je ne lui ai rien dit. Bien sûr, le secret professionnel s'applique à votre père, pas à elle. Mais ces questions étaient très pointues. Elle prépare ça depuis un moment. Papa a ouvert son propre dossier, celui avec toute sa documentation. Et l'argent? Les retraits de nos comptes? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Monsieur Patterson a sorti une pile de relevés bancaires. J'ai demandé ces relevés hier après votre appel. Votre femme a retiré 78 342 $ au cours des 8 derniers mois. Chaque retrait était juste en dessous de 10 000 $. Pourquoi ce montant? Ai-je demandé. Parce que les banques sont tenues de signaler les transactions en espèces de plus de 10 000 $ au gouvernement fédéral. C'est une disposition anti-blanchiment d'argent. Quiconque a conseillé votre mère sur ces retraits savait exactement ce qu'ils faisaient. Ils essayaient d'éviter d'être surveillés. Les implications flottaient lourdement dans l'air. Angela avait fait des recherches. Elle avait planifié cela avec soin. Où est allé l'argent, a demandé papa. Ça a demandé quelques recherches. Monsieur Patterson a sorti un autre document. L'argent a été déposé sur un compte à la First National Bank. Le compte est intitulé Fonds de soins à domicile pour les parents et mentionne à la fois le nom de votre femme et celui d'Angela comme titulaire du compte. Donc Angela y a accès, ai-je dit. Un accès total. Et selon les relevés bancaires, elle a été la seule à effectuer des transactions sur le compte. Votre mère n'a même jamais reçu de relevés. Ils sont envoyés à l'adresse d'Angela. Les mains de papa se sont crispées en poing sur la table. À quoi a-t-elle utilisé l'argent? C'est ce que nous devons découvrir. Je recommande d'engager un détective privé, quelqu'un qui peut suivre la piste de l'argent et documenter les activités d'Angela. Fais-le, a dit papa immédiatement. Peu importe le coût. Monsieur Patterson a passé un appel. Et cet après-midi-là, nous avions un enquêteur. Elle s'appelait Jennifer Walsh, une ancienne détective de police qui se spécialisait maintenant dans les crimes financiers. Elle avait les cheveux gris tirés en un chignon serré et des yeux qui ne manquaient rien. Donnez-moi 3 jours, a-t-elle dit après avoir examiné notre documentation. Je saurai où les passer chaque centime. Pendant que nous attendions, j'ai mené ma propre enquête.
Je suis allé à la maison d'Angela, un modeste ranch de 3 chambres qu'elle avait acheté 5 ans plus tôt. Sa voiture était partie. Sa fille Brianna était à l'école. La maison avait l'air normal, bien entretenue, rien d'extravagant, mais quelque chose ne collait pas. Angela travaillait comme agent immobilier, mais le marché était au ralenti. Selon ses réseaux sociaux publics, elle n'avait pas conclu de vente depuis 4 mois. Alors, comment se permettait-elle son style de vie? J'ai passé les 2 jours suivants à observer. Je sais que ça semble glauque, mais je devais comprendre à quoi nous avions affaire. J'ai regardé Angela quitter sa maison chaque matin dans des vêtements de sport coûteux. Je l'ai regardé déjeuner avec des amis dans des restaurants qui coûtaient 50 $ l'assiette. Je l'ai regardé se faire les ongles, se faire teindre les cheveux, faire nettoyer sa voiture. Rien de tout cela ne prouvait quoi que ce soit, mais cela dressait le portrait de quelqu'un qui vivait bien au-dessus de ses moyens. Le 3e jour, Jennifer Walsh a appelé. Vous devez venir à mon bureau. Maintenant. Papa et moi nous sommes assis en face de son bureau pendant qu'elle étalait des photographies comme des cartes à jouer. Votre sœur a acheté une Range Rover il y a 3 semaines, a dit Jennifer en faisant glisser la première photo. Elle montrait Angela chez un concessionnaire de voitures de luxe en train de signer des papiers. 65 000 $ payés en espèces. La photo suivante montrait Angela dans une boutique de luxe, les bras chargés de sacs de course, de vêtements de marque. J'ai suivi ses relevés de cartes de crédit. Au cours des 6 derniers mois, elle a dépensé 18 000 $ uniquement en vêtements. D'autres photos. Angela dans un spa. Angela montant dans un avion. Angela dans un complexe hôtelier en bord de mer, elle a pris des vacances à Hawaï le mois dernier, a continué Jennifer. Vol en première classe, hôtel 5 étoiles, 7 jours, coût approximatif de 12 000 $. Le visage de papa était passé du pâle au rouge. C'est notre argent. C'est notre retraite. Ça empire. Jennifer a sorti un dossier manille rempli de documents. Vous vous souvenez de ce compte de fonds de soins à domicile? J'ai suivi chaque transaction. En 8 mois, Angela a retiré 62 000 $ pour un usage personnel. Les reçus qu'elle a montrés à votre femme, prétendant qu'ils sont pour les courses, les médicaments et les réparations à domicile, sont faux. Elle a étalé une série de reçus sur le bureau. Ils avaient l'air professionnels, imprimés sur du papier thermique, datés et détaillés. Ceux-ci sont fabriqués, a dit Jennifer. J'ai contacté toutes les entreprises figurant sur ces reçus. Aucune d'entre elles n'a de traces de ces transactions. Angela a utilisé un logiciel de conception graphique pour créer de faux documents. J'ai pris l'un des reçus. Morton S. Hardware. Réparation et fourniture pour la maison. 8 cents 40 $ et 3 cents. Il avait l'air tout à fait légitime. Elle est douée, a admis Jennifer. Si vous ne regardiez pas de près, vous ne le remettriez jamais en question. Mais je regarde de près. Et Christy, il y a plus. J'ai trouvé quelque chose qui suggère que cela va au-delà du simple vol. Elle a sorti son ordinateur portable et l'a tourné vers nous. À l'écran se trouvait un document. Un contrat d'achat. Elle a pris des vacances à Hawaï le mois dernier, a continué Jennifer. Vol en première classe, hôtel 5 étoiles, 7 jours, coût approximatif de 12 000 $. Papa s'est penché en avant, plissant les yeux vers l'écran. Mais elle ne possède pas la propriété. Comment peut-elle la vendre? Elle ne peut pas. Mais regardez ça. Jennifer a pointé une ligne de signature. Elle se présente comme ayant une procuration pour vous et votre femme. Cette signature ici, c'est censé être la vôtre. C'était une bonne contrefaçon. Pas parfaite, mais assez bonne pour passer une inspection rapide. Elle a falsifié ma signature plusieurs fois. J'ai trouvé 3 documents différents avec votre signature falsifiée, tous liés à cette vente. La clôture est prévue 6 jours après la signature de la fiducie qu'elle pense avoir lieu la semaine prochaine. Son plan semble être de faire transférer la maison à son nom par votre femme, de la vendre immédiatement à Braddock Développement, de prendre l'argent et de disparaître. Disparaître? Ai-je répété. Jennifer a ouvert une autre fenêtre de navigateur. Elle a versé un acompte pour un appartement en bord de mer à Charleston, en Caroline du Sud. 250 000 $ non remboursables. La vente de l'appartement se conclut 30 jours après la vente de la propriété. La pièce a tourné. Ce n'était pas seulement du vol.
C'était un plan complet pour voler des millions de dollars et abandonner nos parents. Et maman et papa? Ai-je demandé. Qu'est-ce qu'elle prévoyait de faire d'eux? L'expression de Jennifer s'est assombrie. J'ai trouvé l'historique de navigation sur l'ordinateur portable d'Angela. Je ne peux pas l'utiliser légalement au tribunal, mais je peux vous dire ce que j'ai vu. Elle a fait des recherches sur les maisons de retraite financées par l'État. Les établissements les plus basiques, des endroits avec des avis d'une étoile et des plaintes pour abus. Elle a aussi cherché comment faire déclarer quelqu'un mentalement incompétent. On aurait dit que papa avait reçu un coup de poing. Elle allait prendre l'argent et nous jeter dans le pire établissement qu'elle pouvait trouver, a-t-il dit doucement. Et probablement nous faire déclarer incompétents pour que nous ne puissions pas nous défendre ou accéder aux fonds restants. C'est mon évaluation, a dit Jennifer. Monsieur Christie, votre sœur n'est pas seulement avide. Elle est dangereuse et vous devez l'arrêter avant que cette vente n'ait lieu. Nous avons quitté le bureau de Jennifer avec 3 boîtes de preuves. Des photographies, des relevés bancaires, des documents falsifiés, de faux reçus avec des métadonnées montrant qu'ils avaient été créés sur l'ordinateur d'Angela, l'historique de navigation, les dossiers de voyage, tout ce dont nous avions besoin pour prouver exactement ce qu'Angela avait prévu. On pourrait aller à la police tout de suite, ai-je dit alors que nous chargions les boîtes dans le camion de papa. Non, a dit papa fermement. Je veux qu'elle comprenne ce qu'elle a fait. Je veux qu'elle voie tout ça étalé devant elle. Je veux qu'elle sache que nous savons. Ensuite, on ira à la police. Papa, elle pourrait s'enfuir si on l'avertit. Elle ne s'enfuira pas. Elle pense qu'elle a déjà gagné. Son arrogance sera sa chute. Il a fermé la benne du camion et s'est tourné vers moi. Organise une réunion de famille. Dis à Angela que nous sommes prêts à signer la fiducie. Fais comme si on cédait. Invite tous ceux qui étaient à Thanksgiving. Je veux des témoins pour tout. Tu es sûr? Il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère exactement, quelque chose de plus froid, de plus final. J'ai élevé cette fille. Je lui ai changé les couches, je lui ai appris à faire du vélo et j'ai payé ses études. Je l'ai aimée de tout mon cœur. Et elle prévoyait de nous enfermer, ta mère et moi, dans un établissement sordide pendant qu'elle vivait de notre argent. Oui, Christie. J'en suis sûr. Je veux qu'elle voie exactement ce qu'elle a détruit. J'ai passé les appels cet après-midi-là. Angela a répondu à la première sonnerie. Papa a poussé le dossier sur la table. J'ai tenu des registres méticuleux de tout. Chaque relevé bancaire, chaque retrait, chaque conversation que je peux documenter. Tout est là-dedans. Et j'ai besoin que tu m'aides à protéger ta mère et nos biens. Papa et moi avons parlé. Tu as raison. Tu as été là. Tu as aidé. J'ai été absent. Si maman veut que tu aies la maison, alors c'est ce qui devrait arriver. Silence à l'autre bout. Alors, tu es sérieux? Je suis sérieux. Papa veut signer la fiducie jeudi prochain au bureau de Monsieur Patterson. Il veut que toute la famille soit là. Tu peux venir? Bien sûr que je peux venir. Sa voix était devenue mielleuse. Christie, je suis si contente que tu sois raisonnable à ce sujet. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Tu verras. Ouais, ai-je dit. J'en suis sûr. Après avoir raccroché, j'ai regardé papa. C'est fait. Jeudi à 14 heures. Bien. Il a ouvert l'une des boîtes de preuves et a sorti une photo d'Angela chez le concessionnaire automobile, souriant en acceptant les clés de sa nouvelle Range Rover. Encore 6 jours. Ensuite, elle répondra de ses actes. Le week-end est passé dans un flou de préparation. Papa et moi avons rencontré Monsieur Patterson 3 fois, passant en revue chaque détail, planifiant chaque mot, anticipant chaque réaction possible. Jennifer Walsh a livré son rapport final, un document complet qui exposait les crimes d'Angela avec des détails dévastateurs. Dimanche soir, je me suis assis en privé avec maman. Elle devait comprendre ce qui allait se passer, ce que nous allions révéler. Je m'attendais à des larmes, à un déni, peut-être à un instinct maternel de protéger sa fille malgré tout. Au lieu de cela, maman a tout écouté avec une expression d'horreur croissante, puis a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Je le savais, au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait vraiment pas. Je ne voulais juste pas croire que ma propre fille pouvait nous faire ça. Maman, rien de tout ça n'est de ta faute, n'est-ce pas? J'ai écrit cette lettre.
J'ai fait ces retraits. J'ai signé ces formulaires bancaires en étant manipulée et contrainte, sous l'effet de médicaments, alors qu'on me disait que j'étais un fardeau et que je devais me racheter. Maman, Angela a instrumentalisé ton amour et ta peur. Ce n'est pas de ta faute. Elle a essuyé ses yeux. Que se passe-t-il jeudi? La justice, ai-je dit simplement. Angela pense qu'elle vient chercher son prix. Au lieu de ça, elle va faire face à la vérité sur ce qu'elle a fait. Ira-t-elle en prison? La question flottait entre nous. Ferais-je vraiment ça à ma propre sœur? La mettrais-je en prison? J'ai pensé aux faux reçus, aux signatures falsifiées, aux recherches sur les maisons de retraite, au plan d'abandonner maman et papa dans un établissement financé par l'État pendant qu'Angela vivait dans le luxe de leur argent. Oui, ai-je dit. Si le procureur accepte de porter plainte, alors oui, elle ira en prison. Maman a hoché la tête lentement. Bien. Parce que ce qu'elle prévoyait de nous faire. Christy, ce n'est pas ma fille. Je ne sais pas qui est cette personne. Lundi matin, papa a reçu un appel de son médecin. La maladie d'Alzheimer progressait. Pas rapidement, mais régulièrement. Il lui restait peut-être 3 à 5 ans de lucidité, peut-être moins. Alors on s'en occupe maintenant, a-t-il dit après avoir raccroché. Pendant que je peux encore témoigner clairement de ce qui s'est passé, pendant que je peux encore m'assurer que ta mère est protégée. Cet après-midi-là, j'ai rencontré la détective que Jennifer avait recommandée, une femme nommée Sarah Chen, qui travaillait dans l'unité des crimes financiers. J'ai tout exposé ce que nous avions. Elle a examiné les preuves avec la concentration méthodique de quelqu'un qui avait tout vu. Abus financier sur personne âgée, a-t-elle finalement dit. Fraude, falsification, vol d'identité, peut-être complot si elle a eu de l'aide de quelqu'un de la société de développement. Monsieur Christie, votre sœur risque une peine de prison sérieuse. À quel point sérieuse? Si le procureur demande les peines maximales? 15 à 25 ans. Avec le montant d'argent en jeu et la vulnérabilité des victimes, ils voudront en faire un exemple. 15 à 25 ans. J'ai essayé d'imaginer Angela en prison. J'ai échoué. C'était ma sœur. Nous avions grandi ensemble. Partagé une salle de bain. Nous nous sommes battus pour la télécommande de la télévision. Construit des forts en couverture dans le salon. Avez-vous des doutes? A demandé la détective Chen doucement. Non, je suis juste en train de digérer. Ce que votre sœur a fait est grave. Elle n'a pas seulement volé de l'argent. Elle a systématiquement abusé et manipulé des personnes âgées vulnérables. Elle a falsifié des documents. Elle prévoyait d'abandonner vos parents dans des soins de qualité inférieure. Ce n'est pas un égarement momentané. C'est un comportement criminel calculé et soutenu. Je sais. Alors soyez prêts pour jeudi. Une fois que nous irons de l'avant, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai passé la nuit de lundi à regarder de vieux albums de photos, des photos d'Angela et moi enfant, des costumes d'Halloween et des fêtes d'anniversaire. Sa remise de diplôme du lycée, son mariage, la naissance de sa fille, Brianna. Où est-ce que ça avait mal tourné? Quand ma sœur était-elle devenue quelqu'un capable de ce niveau de cruauté? Ou avait-elle toujours été comme ça et je ne l'avais tout simplement jamais remarqué? Mardi, Angela m'a envoyé un SMS, merci encore d'être raisonnable. Je sais que ça a été dur pour toi, mais crois-moi, c'est la bonne chose à faire pour maman et papa. Je prendrai bien soin d'eux. J'ai fixé ce SMS pendant longtemps. La certitude absolue dans ces mots, le manque total de conscience de soi. Elle croyait sincèrement qu'elle était l'héroïne de cette histoire. Je n'ai pas répondu. Mercredi, la veille de la confrontation, je suis allé à la propriété où j'ai grandi. La maison avait l'air la même que toujours. Revêtement blanc, volets bleus, l'érable dans le jardin de devant que papa avait planté à ma naissance. Mais maintenant, je la voyais différemment. Non pas comme une maison, mais comme la chose qui avait brisé ma famille. 3,7 millions de dollars. C'est ce que valait cette maison. Mais elle nous avait coûté bien plus que de l'argent. Elle nous avait coûté la confiance, l'honnêteté, le lien entre frères et sœurs, la sécurité que maman aurait dû ressentir avec sa propre fille. Je suis resté assis dans ma voiture et j'ai essayé d'imaginer ce que le lendemain apporterait. Le visage d'Angela quand elle réaliserait qu'elle avait été prise. Le moment où la police arriverait, le regard dans les yeux de Brianna quand elle apprendrait ce que sa mère avait fait. Mon téléphone a sonné. Papa.
Christy, je veux que tu saches quelque chose. Quoi qu'il arrive demain, je suis fier de toi. Tu es rentré à la maison quand nous avions besoin de toi. Tu as découvert la vérité. Tu as protégé ta mère. C'est ce que la famille est censée faire. J'aurais juste aimé que ça n'en arrive pas là. Je sais. Moi aussi. Mes fils, certaines personnes font des choix qui ne peuvent être ni pardonnés ni oubliés. Angela a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Jeudi matin est arrivé, froid et clair. J'ai mis un costume, ce qui me semblait absurdement formel pour ce qui était essentiellement la destruction de ma famille. Mais M. Patterson avait insisté. C'est une procédure légale, avait-il dit. Nous la traitons avec la gravité appropriée. J'ai pris papa à 11 heures. Maman restait à la maison. Elle ne pouvait pas supporter de voir la chute d'Angela en personne. « Es-tu prêt ?» ai-je demandé alors que papa montait dans ma voiture. Il m'a regardé avec des yeux rougis. « Non, mais on le fait quand même. » La salle de conférence de M. Patterson avait été aménagée comme une salle d'audience, une longue table à l'avant pour les avocats, des chaises disposées en rangée pour les membres de la famille, un pupitre pour les présentations. Il avait pris cela au sérieux. Angela est arrivée la première, vêtue d'un tailleur crème coûteux que je n'avais jamais vu auparavant, probablement acheté avec l'argent de maman et papa. Elle avait les cheveux coiffés par un professionnel, des boucles d'oreilles en diamant scintillaient à ses oreilles. Elle ressemblait à quelqu'un qui se préparait pour une célébration. Derrière elle venait Brianna, 17 ans et mal à l'aise dans une robe. La jeune fille n'arrêtait pas de jeter des regards à sa mère avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. De la confusion peut-être, ou de l'inquiétude. Puis le reste de la famille est entré. Oncle Denny et tante Martha, les cousins Rachel et Marc, tante Suzanne, oncle Tom, tous ceux qui étaient à Thanksgiving, plus quelques autres, 15 personnes au total, tous entassés dans la salle de conférence de M. Patterson. Angela a fait le tour de la pièce comme une politicienne, serrant des mains, acceptant des félicitations, remerciant les gens pour leur soutien. Elle a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et m'a adressé un sourire satisfait. « Ça va être merveilleux », a-t-elle dit à tante Martha assez fort pour que je l'entende. J'ai déjà commencé à planifier les rénovations. La maison a tellement de potentiel, et bien sûr, maman et papa seront bien pris en charge. Je suis resté silencieux, debout contre le mur du fond avec papa à mes côtés. À 14 heures précises, M. Patterson a appelé la salle à l'ordre. Tout le monde a trouvé sa place. Angela était assise au premier rang, Brianna à côté d'elle. Papa et moi sommes restés debout à l'arrière. Merci à tous d'être venus, a commencé M. Patterson. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de la fiducie familiale et de l'avenir de la propriété familiale. Cependant, avant de continuer, il y a certaines questions qui doivent être abordées. Angela s'est agitée sur son siège. Peut-on simplement passer à la signature ? J'ai beaucoup à faire cette semaine. Je n'en doute pas, a dit M. Patterson sèchement. Mais d'abord, je dois examiner la propriété en question. La maison familiale se trouve sur 2 acres de terrain. En raison d'un reclassement récent, la valeur de la propriété a considérablement augmenté. Il a cliqué sur un bouton et une présentation est apparue sur l'écran derrière lui. Registre de propriété, carte de zonage, document d'évaluation. La valeur estimée actuelle de cette propriété est de 3,7 millions de dollars. La salle a eu le souffle coupé. Plusieurs personnes se sont tournées pour regarder papa. La main de tante Martha a volé à sa bouche. Le visage d'Angela a vacillé entre plusieurs expressions. Le choc, puis le calcul, puis un sourire forcé. Eh bien, c'est une merveilleuse nouvelle, maman et papa. Je n'avais aucune idée que la propriété valait autant. Mais ne vous inquiétez pas, je m'assurerai que vous êtes pris en charge. J'en suis sûr, ai-je dit depuis le fond de la pièce. Ses yeux se sont rivés sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je me suis avancé, que nous sommes au courant de ton accord avec Braddock Développement. Le contrat d'achat que tu as signé pour 4,1 millions de dollars. La date de clôture prévue pour la semaine prochaine. Tous les yeux dans la pièce se sont fixés sur Angela. Elle est devenue très immobile. Je ne sais pas de quoi tu parles, vraiment, parce que j'ai le contrat juste ici. J'ai sorti un dossier et l'ai remis à M. Patterson qui l'a affiché à l'écran. C'était là. La signature d'Angela, le prix convenu, la date de clôture,
et le plus accablant, la section où elle prétendait avoir une procuration pour maman et papa. C'est un malentendu, a dit Angela rapidement. J'explorais juste des options pour l'avenir de maman et papa au cas où ils décideraient de vendre. Explorer des options en falsifiant la signature de papa? J'ai sorti un autre document, les papiers de procuration avec la signature falsifiée de papa. Monsieur Patterson l'a mis à l'écran à côté d'un échantillon de la vraie signature de papa. Même pour un observateur occasionnel, les différences étaient évidentes. Oncle Dennis s'est levé. Angela, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mensonges. Christy invente ça parce qu'il est jaloux. Il ne supporte pas que maman et papa m'aient choisi. T'ont-ils choisi? Ai-je demandé calmement. Où as-tu manipulé maman pour qu'elle fasse une promesse alors qu'elle était sous l'effet d'analgésique? Papa, as-tu jamais accepté de donner la maison à Angela? Non, a dit papa fermement. Je n'ai jamais accepté une telle chose. Maman m'a écrit une lettre. Angela a sorti la même lettre qu'elle avait montrée à Thanksgiving. Elle m'a promis. Une lettre écrite alors qu'elle était lourdement médicamentée, qu'on lui répétait qu'elle était un fardeau, ai-je dit. Une lettre écrite sous la contrainte et la manipulation. Monsieur Patterson, pouvez-vous expliquer la validité juridique d'un tel document? Elle n'en a aucune, a dit Monsieur Patterson. Une promesse faite sous l'influence de médicaments sur ordonnance et de coercition émotionnelle n'a aucune valeur juridique. Le visage d'Angela a rougi. C'est ridicule. Je n'ai rien fait de mal. Je me suis occupé d'eux. J'ai été la seule ici. Vraiment? J'ai sorti le dossier suivant. Parlons des 78 000 $ retirés du compte d'épargne de maman et papa. L'argent qui est allé sur le compte du fonds de soins à domicile que seul toi contrôles. Monsieur Patterson a affiché les relevés bancaires, chaque retrait, chaque dépôt, le compte avec les noms de maman et d'Angela, mais seulement l'activité d'Angela. Cet argent était pour leurs soins, a insisté Angela. Les courses, les médicaments, les réparations à la maison. J'ai des reçus pour tout. Oui, tu as des reçus. J'ai sorti la pile de documents fabriqués. Des reçus que tu as créés sur ton ordinateur avec un logiciel de conception graphique. Des reçus pour des transactions qui n'ont jamais eu lieu dans des entreprises qui n'ont aucune trace de t'avoir servi. Jennifer Walsh s'est avancée de là où elle se tenait tranquillement dans le coin. Je suis une détective privée. J'ai contacté toutes les entreprises figurant sur ces reçus. Aucune d'entre elles n'a de traces de ces transactions. Les métadonnées de ces fichiers numériques montrent qu'ils ont été créés sur un ordinateur enregistré à l'adresse du domicile d'Angela. La pièce a éclaté, les voix se chevauchant. Tante Martha demandant des explications. Oncle Denny regardant entre Angela et moi avec incrédulité. Où est vraiment allé l'argent, Angela, ai-je demandé par-dessus le bruit. Le silence est tombé. Je vais vous montrer. J'ai fait un signe de tête à Jennifer, qui a lancé une nouvelle présentation. L'achat de la Range Rover, les vacances à Hawaï, les virées shopping de luxe, les soins au spa, l'adhésion au country club, chaque dépense frauduleuse documentée avec des photographies et des reçus. 62 000 $ dépensés en articles de luxe personnel tout en disant à maman et papa que tu sacrifiais tout pour t'occuper d'eux, ai-je dit, tout en faisant des recherches sur les maisons de retraite financées par l'État pour les y jeter après avoir pris leur argent. Ce n'est pas vrai, a crié Angela. Mais sa voix avait perdu sa conviction. Ah non? J'ai sorti la dernière pièce à conviction, l'historique de navigation imprimé, des captures d'écran de sites web de maisons de retraite. Tu as fait des recherches sur des établissements. Tu as cherché comment faire déclarer quelqu'un mentalement incompétent. Tu as planifié ça dans les moindres détails. Brianna s'est levée, des larmes coulant sur son visage. Maman, s'il te plaît, dis-leur que ce n'est pas vrai. Angela a regardé sa fille. Un instant, j'ai cru qu'elle allait avouer, montrer un certain remords. Au lieu de cela, elle m'a pointé du doigt. Tout ça, c'est de sa faute. Il a planifié ça. Il veut voler leur argent pour lui-même. Il les a montés contre moi. En fait, a dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte. Il a essayé de les protéger. La détective Sarah Chen est entrée dans la pièce, suivie d'un autre officier en uniforme. Le visage d'Angela est devenu blanc. Qu'est-ce que c'est? Angela Morrison. Vous êtes en état d'arrestation pour abus financiers sur personnes âgées, fraude, falsification et vol d'identité. La détective Chen a sorti des menottes.
Vous avez le droit de garder le silence. Non. Angela a reculé. C'est de la folie. Je n'ai rien fait de mal. Papa, dis-leur. Papa s'est levé lentement. Son visage était mouillé de larmes. Tu as prévu de nous enfermer dans un établissement terrible. Tu as volé notre argent. Tu as falsifié ma signature. Tu as manipulé ta mère jusqu'à ce qu'elle soit terrifiée à l'idée d'être un fardeau. Angela, je ne sais même plus qui tu es. Je suis ta fille. La voix d'Angela s'est brisée. Je suis resté. J'ai aidé. J'ai mérité cette maison. Tu as mérité une peine de prison, a dit la détective Chen. Elle s'est avancée avec les menottes. Angela a pris la fuite. Elle a vraiment essayé de s'enfuir, bousculant tante Martha, se dirigeant vers la porte, mais l'officier en uniforme était déjà là. En quelques secondes, elle a été maîtrisée, les menottes se refermant. Ce n'est pas fini, a crié Angela alors qu'il l'emmenait vers la porte. Je me battrai. Je prouverai que Christy a tout inventé. Vous verrez. Brianna sanglotait ouvertement. Tante Martha la tenait dans ses bras, lui caressant les cheveux. Oncle Dennis s'est assis lourdement, son visage gris alors qu'Angela était emmenée, criant toujours des menaces et des accusations. La pièce est tombée dans un silence choqué. Monsieur Patterson s'est éclairci la gorge. Je pense que nous devrions suspendre la séance pour aujourd'hui. Personne n'a discuté. Les répercussions de l'arrestation d'Angela se sont répandues dans notre famille comme une traînée de poudre. En quelques heures, tout le monde était au courant. En quelques jours, c'était le seul sujet de conversation. Tante Martha m'a appelé ce soir-là, sa voix tremblante. Christy, je suis tellement désolé. À Thanksgiving, je t'ai dit des choses terribles. Je n'avais aucune idée de ce qu'Angela faisait vraiment. C'est bon, tante Martha. Ce n'est pas bon. J'aurais dû la questionner. J'aurais dû me demander pourquoi elle était si pressée d'avoir cette maison, mais elle jouait si bien la fille parfaite. Et tu étais loin, et j'ai juste supposé. Tu as supposé le meilleur de ta nièce. Ce n'est pas mal. Quand même, je suis désolé et je suis fier de ce que tu as fait. Protéger tes parents comme ça. Ça a demandé du courage. Oncle Denny a appelé ensuite. Puis la cousine Rachel, puis le cousin Marc. Un par un, tous ceux qui avaient pris le parti d'Angela à Thanksgiving ont appelé pour s'excuser, pour exprimer leur choc, pour dire qu'ils auraient dû savoir. J'ai accepté chaque excuse avec grâce. Mais à l'intérieur, j'étais toujours en colère. Où étaient ces gens quand maman était terrorisée? Quand papa regardait sa fille les voler, quand Angela détruisait systématiquement le sentiment de sécurité de nos parents? Mais j'ai gardé ces pensées pour moi. La famille était assez fracturée sans que j'en rajoute. L'appel le plus difficile a été celui de Brianna. Oncle Christy. Sa voix était petite, brisée. Je peux te parler? Bien sûr, ma chérie. Est-ce que maman a vraiment fait toutes ces choses? Les faux reçus, les signatures falsifiées et les plans pour la maison de retraite. L'a-t-elle vraiment fait? J'ai pris une inspiration. Oui, je suis désolé, mais oui. Je me sens si stupide. Je l'ai cru. Elle m'a dit que grand-mère et grand-père voulaient qu'elle ait la maison. Elle a dit que tout était arrangé. Elle m'a même dit que Jean hériterait un jour. Je pensais qu'elle était juste une bonne fille. Ça empire. Jennifer a sorti un dossier manille rempli de documents. Vous vous souvenez de ce compte de fonds de soins à domicile? J'ai suivi chaque transaction. En 8 mois, Angela a retiré 62 000 $ pour un usage personnel. Les reçus qu'elle a montrés à votre femme, prétendant qu'ils sont pour les courses, les médicaments et les réparations à domicile, sont faux. Qu'est-ce qui va lui arriver? Je ne sais pas encore. Ça dépend du procureur et des charges qu'ils décideront de retenir. Ira-t-elle en prison? Probablement. Oui. Silence à l'autre bout du fil, puis, bien. Ce seul mot portait tant de douleur. Brianna venait de perdre sa mère, non pas à la mort, mais à quelque chose de sans doute pire, à la prise de conscience que la personne en qui elle avait le plus confiance était une fraudeuse et une criminelle. Brianna, tes grands-parents t'aiment toujours. Ça ne change rien. Tu es toujours la bienvenue dans cette famille. Même après ce que maman a fait? Tu n'as rien fait de mal. Tu es une victime ici aussi.
Elle s'est mise à pleurer. Merci, oncle Christy. Merci de l'avoir arrêté. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais merci d'avoir fait arrêter ma mère. 2 semaines après l'arrestation, j'ai reçu l'appel de la détective Chen que j'attendais. Nous avons terminé notre enquête. C'est pire que ce que nous pensions au départ. Comment est-ce possible? Votre sœur a déjà fait ça. Il y a 5 ans, dans le Maryland, elle a escroqué la mère âgée de son ex-mari de $120 000. Schéma similaire. A gagné la confiance, manipulé la victime, falsifié des documents, volé de l'argent. L'ex-mari l'a découvert, mais a choisi de ne pas porter plainte parce que sa mère était mourante et il ne voulait pas lui faire subir un procès. Mon sang s'est glacé. Donc maman et papa n'étaient pas ses premières victimes. Non, nous avons trouvé des preuves d'au moins 2 autres personnes âgées avec qui elle s'est liée d'amitié et qu'elle a volé pour de plus petites sommes. Votre sœur est une prédatrice en série qui cible spécifiquement les personnes âgées vulnérables. Le procureur poursuit avec les charges maximales. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec le schéma de comportement, le montant d'argent en jeu, la vulnérabilité des victimes et les multiples chefs d'accusation de fraude et de falsification, elle risque 15 à 25 ans de prison. Et Christy, le procureur veut en faire un exemple. La maltraitance des personnes âgées est un problème croissant. Ils veulent envoyer un message. 15 à 25 ans. Ma sœur aurait la cinquantaine quand elle sortirait. Brianna aurait la trentaine, la moitié d'une vie perdue. Il y a une dernière chose, a dit la détective Chen. L'avocat d'Angela a approché le procureur pour un accord de plaidoyer. Quel genre d'accord? Elle plaiderait coupable à des accusations réduites en échange d'une peine plus légère. Peut-être 8 à 10 ans au lieu de 15 à 25. Qu'a dit le procureur? Ils l'envisagent, mais ils veulent l'avis de votre père. Il est la victime principale. Son opinion compte. J'ai appelé papa immédiatement. Nous nous sommes retrouvés pour un café, notre endroit habituel, notre salle de guerre pour toute cette épreuve. Qu'en penses-tu? Ai-je demandé après avoir expliqué l'offre d'accord de plaidoyer. Papa a fixé son café pendant longtemps. C'est ma fille. Je l'aime. Ou j'aime qui je pensais qu'elle était. Je ne sais plus. Ce n'est pas une réponse, papa. Je sais. Il a levé les yeux vers moi. Une partie de moi veut faire preuve de pitié. Veut lui donner une chance de se racheter. Mais Christy, elle n'allait nous montrer aucune pitié. Elle allait tout prendre et nous abandonner. Si tu n'avais pas découvert ce qu'elle faisait. Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Le procureur a besoin d'une réponse d'ici vendredi, ai-je dit. Dis-leur non. Si Angela veut une peine plus légère, elle peut la mériter en montrant un remords sincère et en coopérant pleinement à l'enquête, mais je ne l'aiderai pas à échapper aux conséquences de ce qu'elle a fait. J'ai transmis le message de papa à la détective Chen. 3 jours plus tard, Angela a rejeté l'accord de plaidoyer. De toute façon, son avocat a publié une déclaration affirmant qu'elle était innocente, qu'elle avait été piégée, que les preuves avaient été fabriquées, qu'elle allait au procès. Les procédures judiciaires ont pris des mois. L'avocat d'Angela a essayé toutes les ruses possibles, affirmant que les preuves avaient été obtenues illégalement, suggérant que la maladie d'Alzheimer de papa faisait de lui un témoin peu fiable, tentant de me dépeindre comme le vrai méchant, jaloux et comploteur. Rien de tout cela n'a fonctionné. L'enquête de Jennifer Walsh avait été approfondie et légale. Le témoignage de papa, donné alors qu'il était encore lucide, était dévastateur. Les preuves médico-légales, les métadonnées sur les faux reçus, les relevés bancaires, les signatures falsifiées, tout était irréfutable. Le procès a duré 3 semaines. J'ai assisté à chaque jour, regardant ma sœur mentir à la barre des témoins, la regardant essayer de manipuler le jury comme elle avait manipulé notre mère. Mais cette fois, personne n'y croyait. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Lors du prononcé de la peine, le juge a regardé Angela avec une expression de profond dégoût. Vous avez spécifiquement ciblé vos propres parents âgés à leur moment le plus vulnérable. Vous avez manipulé l'état de santé de votre mère et le déclin cognitif de votre père pour un gain personnel. Vous n'avez montré aucun remords, aucune empathie, aucune reconnaissance du mal que vous avez causé. Ce tribunal juge votre comportement particulièrement odieux. 18 ans de prison, restitution de tous les fonds volés plus des dommages et intérêts. À votre libération,
tout contact avec vos parents ou toute personne âgée vous sera interdit sans surveillance judiciaire. Angela est restée figée à la table des accusés. 18 ans. Elle aurait 53 ans à sa sortie. Alors que l'huissier l'emmenait, elle s'est retournée et m'a regardé une dernière fois. Pas papa, pas maman, moi. Le regard dans ses yeux n'était pas du remords. C'était de la haine pure. J'avais sauvé nos parents. Mais j'avais perdu ma sœur pour toujours. 3 mois après la condamnation d'Angela, papa et moi étions assis dans le bureau du promoteur qui l'avait initialement approché pour la propriété. Le promoteur original, pas celui avec qui Angela avait secrètement traité. 3,7 millions est notre offre finale, a dit le promoteur. La propriété est parfaite pour le développement à usage mixte que nous prévoyons. Commerce au rez-de-chaussée, résidentiel au-dessus. Ça revitalisera tout le quartier. Papa m'a regardé. J'ai hoché la tête. Nous acceptons, a dit papa. Les formalités ont pris 2 semaines. La clôture a pris un autre mois. Et puis soudain, mes parents avaient 3,7 millions de dollars. La première chose qu'ils ont faite a été de se rembourser les 78 000 dollars qu'Angela avait volés. Le tribunal avait ordonné à Angela de restituer l'argent, mais elle n'avait plus d'actifs. Tout ce qu'elle avait acheté avec l'argent volé avait été saisi et liquidé, mais cela ne couvrait qu'environ 40 000 dollars. Maman et papa ont décidé de ne pas la poursuivre pour le reste. Elle est déjà en prison, a dit maman. C'est une punition suffisante. Ensuite, ils ont acheté un magnifique appartement dans une communauté de retraités à 30 minutes de chez moi. 2 chambres, 2 salles de bain, un petit balcon donnant sur un lac, entièrement payé, sans hypothèque. La communauté avait une infirmière sur place, des activités, une salle à manger pour les jours où maman n'avait pas envie de cuisiner. On aurait dû faire ça il y a des années, a dit maman le jour de leur emménagement. Plus de soucis d'entretien ou de jardinage. Juste la paix. Ils ont créé des fonds en fiducie pour les 4 petits-enfants, y compris Brianna. Malgré tout, ils ne pouvaient pas la punir pour les crimes d'Angela. Chaque petit enfant recevrait 250 000 dollars à ses 25 ans. Brianna n'a rien demandé de tout ça, a dit papa quand j'ai remis en question la décision. C'est une victime aussi. Peut-être que ça l'aidera à se construire une vie qui ne ressemble en rien à celle de sa mère. La maladie d'Alzheimer de papa a progressé lentement au cours de l'année suivante. Certains jours étaient meilleurs que d'autres, mais il recevait d'excellents soins. Maman avait arrêté de regarder par-dessus son épaule, de sursauter à chaque appel téléphonique, de s'excuser d'exister. Le reste de la famille a guéri aussi, bien que différemment. Oncle Denny et tante Martha sont devenus des visiteurs hebdomadaires. Les cousins Rachel et Marc ont organisé une réunion de famille, quelque chose que nous n'avions pas fait depuis des années. On t'a pris pour acquis, m'a dit Rachel à la réunion. Tu étais celui qui était parti, alors on a supposé que tu t'en fichais. Mais c'est toi qui es revenu quand c'était important. C'est toi qui les as protégés. Un après-midi, environ 6 mois après la condamnation, j'ai eu une visite inattendue. Brianna, maintenant âgée de 18 ans, se tenait sur le pas de ma porte avec un sourire nerveux. « Salut, oncle Christy. J'espère que ça ne dérange pas que je sois passé. » Bien sûr que non, entre. Nous nous sommes assis dans mon salon et elle a tortillé ses mains sur ses genoux. Je commence l'université le mois prochain, à l'université d'État. Je me spécialise en travail social. C'est merveilleux, Brianna. C'est à cause de ce qui s'est passé avec maman, grand-mère et grand-père. Je veux aider des gens comme eux. Des personnes vulnérables qui se font abuser. Je veux être la personne qui remarque quand quelque chose ne va pas, tes grands-parents seraient si fiers de toi. J'ai écrit une lettre à maman. Tu le savais? J'ai secoué la tête. Je lui ai dit que je l'aimais, qu'elle est toujours ma mère. Mais je lui ai aussi dit que ce qu'elle avait fait était impardonnable, qu'elle devait passer son temps en prison à trouver comment devenir une meilleure personne. Je ne sais pas si elle l'a lu. La prison a dit qu'elle avait été livrée, mais elle n'a pas répondu. Je suis désolé, ma chérie. Ne le sois pas. J'avais besoin de le dire, qu'elle l'entende ou non. Et oncle Christy, je voulais te dire merci. Si tu ne l'avais pas arrêtée, qui sait ce qu'elle aurait fait ensuite? Peut-être qu'elle aurait blessé d'autres personnes. Peut-être qu'elle m'aurait entraîné là-dedans d'une manière ou d'une autre. Tu as sauvé grand-mère et grand-père, mais tu m'as peut-être sauvé aussi. Après le départ de Brianna,
Je me suis assis sur mon porche et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La découverte de la maladie d'Alzheimer de papa, l'enquête, la confrontation, le procès, la reconstruction. Il a cliqué sur un bouton et une présentation est apparue sur l'écran derrière lui. Registre de propriété, carte de zonage, document d'évaluation. J'ai pensé à ce que signifiait le succès. Pendant des années, je l'avais mesuré par ma carrière, mon salaire, mon appartement en ville. Mais assis là, sur mon porche, regardant le coucher du soleil, j'ai réalisé que la chose la plus importante que j'ai jamais faite était de rentrer à la maison quand ma famille avait besoin de moi. Avec une partie de mon héritage, j'avais lancé une organisation à but non lucratif, l'Initiative de protection des aînés. Nous fournissions des enquêtes gratuites aux familles qui soupçonnaient un abus financier. Nous offrions une assistance juridique. Nous formions les gens à reconnaître les signes avant-coureurs de la manipulation et de l'exploitation. Au cours de notre première année, nous avions aidé 37 familles, 37 groupes de parents âgés qui se faisaient voler, manipuler, abuser par des personnes qui étaient censées les aimer. Chaque cas me rappelait maman et papa. Et chaque cas que je résolvais, j'avais l'impression d'honorer ce qu'ils avaient traversé. Le 75e anniversaire de papa tombait un dimanche chaud de septembre. Nous nous sommes réunis dans l'appartement de papa et maman pour une petite fête. Juste la famille, pas de drame, pas d'agenda caché. Après le dîner, alors que nous étions assis à manger du gâteau, papa m'a demandé de dire quelque chose. « Tu es meilleur avec les mots que moi », a-t-il dit avec un sourire. Je me suis levé, regardant les visages des gens que j'aimais. Oncle Denis et tante Martha, les cousins Rachel et Marc. Brianna, rentrée de l'université pour le week-end, et maman et papa assis côte à côte sur leur canapé, se tenant la main. J'ai beaucoup réfléchi à ce que signifie la famille, ai-je commencé. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était une question de biologie, d'histoire partagée, des gens avec qui on grandit, et tout ça en fait partie. Mais ce qui nous est arrivé m'a appris que la famille, c'est vraiment autre chose. J'ai regardé papa. C'est une question d'intégrité. C'est une question de protection. C'est faire ce qui est juste, même quand c'est la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite. C'est tenir tête aux gens que vous aimez quand ils sont sur une pente destructrice. Non pas parce que vous voulez leur faire du mal, mais parce que vous ne pouvez pas rester là et les regarder faire du mal aux autres. J'ai appris qu'être un bon fils, ce n'est pas vivre à proximité ou rendre visite chaque semaine. Bien que ces choses soient importantes. Être un bon fils, c'est être là quand ça compte. C'est avoir des conversations inconfortables. C'est affronter des vérités difficiles. C'est choisir de protéger les vulnérables même quand la menace vient de quelqu'un que vous aimez. J'ai levé mon verre. Papa, tu m'as fait assez confiance pour me nommer cofiduciaire. Tu m'as fait assez confiance pour agir quand tu as senti que quelque chose n'allait pas. Cette confiance a tout changé. Elle m'a donné les outils pour te protéger, toi et maman. Et elle m'a appris ce qu'est la vraie force. Maman, ton courage en disant enfin la vérité. Même si tu avais peur. Même si Angela t'avait fait sentir comme un fardeau, ce courage t'a sauvé. Il vous a sauvés tous les deux. Ce qu'Angela a fait était terrible, mais d'une manière étrange, ça nous a appris ce qui compte, pas la propriété ou l'argent ou l'héritage. Ce qui compte, c'est la dignité, le respect, s'assurer que les personnes qui ont passé leur vie à construire quelque chose de beau puissent terminer leur voyage en paix et en sécurité. Cette histoire de maison n'a jamais vraiment été à propos de la maison. Il s'agissait de s'assurer que deux personnes que j'aime puissent vivre leurs années en toute sécurité, confortablement, sans peur. Et nous l'avons fait ensemble. Je me suis tourné pour m'adresser à tout le monde. À quiconque voit vieillir quelqu'un qu'il aime, voici ce que j'ai appris. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble anormal, c'est probablement le cas. Posez des questions. Impliquez-vous. Ne supposez pas que la proximité géographique équivaut à la supériorité morale. L'amour, c'est de l'action, pas de la localisation. Protégez farouchement les membres vulnérables de votre famille. Prenez de leurs nouvelles. Examinez leurs finances. Sachez qui les aide et pourquoi. Et si vous découvrez que quelqu'un en profite, agissez immédiatement. Appelez les autorités. Obtenez une aide juridique. Ne laissez pas la honte ou la loyauté familiale vous empêcher de protéger quelqu'un qui ne peut pas se protéger. La cupidité détruit les familles. Mais la vérité et le courage peuvent les reconstruire. Nous en sommes la preuve.
Nous avons failli tout perdre à cause de quelqu'un qui valorisait l'argent plus que l'amour. Mais nous sommes toujours là, plus forts, plus sages, plus reconnaissants les uns envers les autres. J'ai levé mon verre plus haut. Joyeux anniversaire, papa. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir appris ce que signifie se battre pour les gens qu'on aime. À de nombreuses autres années ensemble, à vivre la vie que toi et maman avez travaillé si dur à construire. Tout le monde a bu. Maman a essuyé des larmes. Papa s'est levé et m'a pris dans ses bras. Je suis fier de toi, fils, a-t-il chuchoté. Tellement fier. Alors que la fête se terminait et que les gens commençaient à partir, je me suis tenu sur le balcon, regardant le lac. Brianna m'a rejoint. C'était un bon discours, a-t-elle dit. Merci. Le regrettes-tu parfois, d'avoir fait arrêter maman? J'y ai pensé honnêtement. Parfois. Mais ensuite, je me souviens de ce qu'elle prévoyait de faire à tes grands-parents. Je me souviens des recherches sur les maisons de retraite, des documents falsifiés et du plan de tout prendre. Non, je ne le regrette pas. Je regrette que ce fût nécessaire. Je regrette qu'elle ait fait des choix qui ont mené à ce moment. Mais je ne regrette pas d'avoir protégé des personnes qui avaient besoin de protection. Je pense que je comprends ça maintenant. Pendant longtemps, j'étais en colère contre toi. Mais maman a fait ses propres choix. Tu l'as juste empêché de détruire plus de vies. Tu vas faire un travail important, Brianna. Aider des gens comme tes grands-parents, t'assurer qu'ils sont en sécurité. Elle a souri. C'est le plan. À l'intérieur, je pouvais entendre des rires. Papa racontant une histoire. La voix de maman intervenant avec des corrections. Le son d'une famille qui avait été brisée et qui s'était reconstruite. J'ai pensé à Angela, assise dans une cellule de prison à 200 miles de là. J'avais essayé de lui rendre visite une fois. Elle avait refusé de me voir. Son avocat a dit qu'elle maintenait toujours qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'elle était victime d'un complot. Peut-être qu'un jour, elle comprendrait. Peut-être qu'un jour, elle ressentirait un remords sincère pour ce qu'elle avait fait. Peut-être que dans 18 ans, elle sortirait de prison changée. Mais c'était son voyage. Le mien était ici, avec la famille que j'avais protégée et les parents que j'avais sauvés. En regardant le soleil se coucher sur le lac, j'ai réalisé quelque chose de profond. Le succès ne se mesure pas en salaire, en superficie ou en valeur immobilière. Il se mesure aux personnes que vous protégez, aux positions que vous prenez et au courage que vous montrez quand tout s'effondre. J'étais rentré à la maison quand ma famille avait besoin de moi. J'avais découvert une terrible vérité. Je m'étais battu pour protéger des personnes vulnérables de quelqu'un qui aurait dû les aimer. Et en faisant cela, j'ai découvert quelque chose sur moi-même que je ne savais pas exister. J'étais plus fort que je ne le pensais, plus courageux que je ne le croyais, et prêt à sacrifier une relation pour empêcher de nuire à des personnes que j'aimais. C'était le véritable héritage que mes parents m'avaient donné. Pas une propriété ou de l'argent, mais des valeurs, de l'intégrité, la compréhension que certaines choses valent la peine de se battre, même quand le combat vous coûte tout. Derrière moi, papa a appelé mon nom. Christy, on coupe le deuxième gâteau. Viens ici. Je me suis détourné du coucher de soleil et je suis rentré à l'intérieur, vers ma famille. La famille que j'avais sauvée. La famille qui réapprenait à faire confiance. La famille qui était la preuve que même après la trahison, le vol et le chagrin, l'amour pouvait gagner. Pas l'amour facile qui n'exige rien, mais l'amour difficile qui exige tout. L'amour qui se manifeste, qui pose des questions, qui affronte le mal même quand il a un visage familier. C'est l'amour qui vaut la peine d'être eu. C'est l'amour qui vaut la peine de se battre. Et c'est la leçon que je porterai pour le reste de ma vie. Avant de conclure, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour protéger quelqu'un que vous aimez, même si cela signifiait affronter quelqu'un d'autre que vous appréciez? Comment avez-vous trouvé le courage de faire ce qui était juste alors que tout temps vous voulez détourner le regard? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre qui se trouve dans une situation similaire en ce moment. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez envisager de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Des histoires comme celle-ci sont importantes car elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls face à des situations familiales difficiles. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de l'entendre, veuillez la partager avec lui. Parfois, nous avons tous besoin d'un rappel que protéger les vulnérables vaut tous les sacrifices.
Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous encouragera à faire confiance à votre instinct, à poser des questions difficiles et à défendre ce qui est juste, même quand c'est douloureux. Puissiez-vous avoir le courage de protéger les personnes que vous aimez. Et puissiez-vous ne jamais avoir à affronter ce que ma famille a affronté. Mais si c'est le cas, j'espère que vous vous souviendrez que la vérité et le courage peuvent reconstruire ce que la cupidité détruit. Prenez soin les uns des autres.